Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce nouvel épisode, on va voir comment on peut créer une communauté de pratique en QA. Donc Nabil, toi tu as eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Je pense que tu as même créé des communautés qui ne sont pas de la QA, ou du moins tu les as rejoints. C'est quoi les étapes magiques si on veut réussir à créer une communauté de pratique euh, avec succès? Oui. Ouais, effectivement, en fait, j'ai déjà créé des communautés de pratique autour de la QA. J'ai animé aussi d'autres communautés sur d'autres thématiques. Et en fait, ça dépend. La première fois, c'était plutôt pour accompagner la transformation de l'entreprise. On était plutôt sur un mode centre de service. On était tous réunis et on est parti sur de l'agilité à l'échelle. Donc, on a distribué les testeurs dans les équipes et l'enjeu c'était de garder cette proximité, la veille qu'on faisait, l'amélioration continue et l'entraide qu'on avait. Donc on l'a fait au fur et à mesure en fait, c'était en même temps que l'agilité se déployait, on a essayé plein de choses, on a fait évoluer aussi les missions de la communauté. Au début par exemple on accompagnait que les testeurs. Donc que ce soit sur l'accueil, sur la montée en compétences, on n'accompagnait pas les équipes. On s'est rendu compte que les équipes avaient eux aussi besoin d'accompagnement, par exemple sur les recrutements, sur comment j'accueille bien un testeur, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour qu'il puisse avoir de la matière pour pouvoir travailler, qu'est-ce qu'on attend en fait, aussi évangéliser le métier du testeur dans l'entreprise. Donc on a fait évoluer. Aujourd'hui, je pense qu'on peut penser déjà au départ à ce, ce que va être la communauté de pratique et partir en fait déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et pour ça, je peux renvoyer les personnes qui sont intéressées par la création d'une communauté de pratique vers le Community Canva, qui est un outil qui peut aider en fait à animer et à structurer la communauté de pratique. Donc cet outil-là, en fait, on va découper en fait la communauté sur 3 thématiques. La première qui sera au cœur, c'est l'identité. Donc l'identité de la communauté, c'est la raison d'être de la communauté. C'est quoi sa raison d'être? C'est quoi les valeurs qu'elle porte? L'image qu'elle renvoie? Et aussi penser aux indicateurs de succès. Parce que ça, c'est pas, on n'y pense pas au tout début. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais Comme sur l'automatisation. Comment on va exact. mesurer si ça fonctionne ou pas dès le début? Je suis d'accord. Dès le départ. Et après, tu as la partie expérience. Donc, quand on parle d'expérience, c'est vraiment pour les personnes qui vont y participer. C'est quoi les rituels? C'est quoi l'expérience qu'on va partager entre nous? Quel sera le contenu? Les règles aussi, c'est important. En fait, si on a des règles de participation, de production, ben, on les définit au départ. Et les rôles aussi. C'est quoi les rôles? Est-ce qu'il y a des animateurs? Est-ce qu'il y a d'autres rôles dans ma communauté? Et derrière, pour porter tout ça, tu as une structure. Ce qu'on appelle la structure, c'est l'organisation, comment organiser ma communauté, la gouvernance, comment on gouverne cette communauté. Après, toute la partie plateforme et médias, parce qu'on a déjà parlé dans le premier épisode de la capitalisation, l'entraide, et pour ça, bah, tu as besoin d'outils pour le faire. Et puis le financement. Si tu passes du temps en communauté, il faut penser dès le départ au financement. En fait, ce temps-là, il va être porté par quoi? Et donc, il faut pas avoir tout ça forcément pour démarrer, mais je trouve que c'est vraiment un bon modèle visuel qui nous pousse à réfléchir. Et puis s'il y a des trucs, on peut démarrer et puis faire en itération en fait. Tu démarres sur le noyau et puis après enrichir ton campagne. Moi, c'est super important ce que tu dis dans le financement. Je vais relier ça aussi au sponsoring de la direction lorsqu'ils veulent lancer une communauté. Parce que souvent, on le lance en best effort. Ok? Donc les gens, on est 10, on y va, on prend 1 heure le soir ou entre midi et 2, on fait des trucs. Mm.
le best effort sur le long terme, c'est compliqué parce que les projets, faut délivrer de plus en plus rapidement avec un haut niveau de qualité. Et à un moment donné, l'arbitrage, il est vite fait entre mon projet et la communauté. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai souvent vu dans les organisations qui fonctionnaient bien, c'était qu'aux gens qui participaient à la communauté, il y avait, allez, entre 5 et 10% de leur temps alloué à la communauté. Au moins, pour ceux qui étaient acteurs, qui allaient créer du contenu, les mettre les gens. Ceux qui participent une fois par mois, 1 heure, bien sûr, ils n'ont pas 10% de leur temps. Mais ceux qui doivent être acteurs dessus, parce que ça peut pas tenir sur une personne, il faut quand même. C'est dans une grande boîte, il faut au moins une dizaine de personnes pour, euh, pour animer, euh, relancer la dynamique de groupe et faire tout ce qu'il en est. Et ça, c'est c'est pas évident à aller chercher au début. Euh, Tout le monde est d'accord qu'on doit mieux monter en compétences et que les communautés, c'est le truc qui paraît pas trop cher parce que c'est moins cher qu'une formation. Mais c'est pas évident de convaincre tout le temps. Comment t'as réussi est-ce que t'as galéré déjà pour l'avoir? Et est-ce que t'as toujours réussi pour avoir ce budget-là? Alors, le meilleur modèle de financement que j'ai vu, et j'ai eu la chance en fait à l'époque de travailler avec Julien Rouanet, qui est mon responsable côté Kiabi quand on a commencé à monter des communautés de pratique. Euh, En fait, lui sa philosophie c'était de dire on n'alloue pas de budget pour les communautés parce que si en fait tu fais ça, en fait tous les ans tu vas devoir aller défendre ce budget expliquer pourquoi. En fait, on se dit, les communautés, c'est là pour faire monter en compétence les personnes. On va faire monter en compétence les personnes. On va délivrer de la meilleure qualité. Donc, en fait, le temps qu'on passe sur les communautés, on l'imputait sur des lignes. En fait, c'est sur des tâches qui n'étaient pas reliées à une ligne budgétaire. Et à la fin du mois, en fait, quand tu fais ta facturation, ce temps-là était ventilé. Je vais prendre un exemple peut-être pour que ça soit concret. Imagine, moi, je suis testeur dans une équipe et j'ai travaillé sur trois, trois projets différents. En tout cas, trois fonctionnalités qui touchent à trois lignes budgétaires différentes. À la fin du mois, si j'avais passé 3 heures en communauté, à la fin du mois, 1 heure sera sur la première ligne budgétaire, 1 heure sur la deuxième et la troisième. En fait, on va ventiler ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit, eh ben, en fait, c'est les projets finalement qui ont bénéficié de ce temps-là. Et je pense vraiment que c'est le meilleur modèle, parce que derrière, tu discutes pas tu vas pas le défendre chaque année. Pour les projets, ça représente pas énormément de temps, parce que c'est ventilé sur toutes les lignes budgétaires. Et au final, c'est le truc qui marche le mieux, je pense. Bah, c'est intéressant. Bah, écoute, ça pourra donner des inspirations à ceux qui veulent le mettre en place. Mais vous, si aussi vous avez utilisé d'autres façons de financer vos communautés de tueurs, il ne faudra pas hésiter à nous le dire dans les commentaires. Ça nous intéresse. Voilà, nous, le but, c'est que on partage et qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre un truc avec Nabil sur une autre façon de faire qui était intéressante. Donc ça pourrait être très sympa. Euh, Moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est, ok, tu trouves toujours des gens motivés, des leaders qui vont lancer ça. Deux, Mm. trois personnes se disent, allez, on se lance. Euh, mais comment tu fais pour choisir tes premiers sujets, tu sais, pour créer cette attention, cette forme de waouh, on a envie de participer et qu'ils viennent la première fois. Parce que si les gens viennent pas une première fois, ils viendront pas une deuxième fois. Comment Mm. tu fais pour choisir ces sujets-là et comme ça, les sujets sont pertinents et efficaces. En fait, les sujets, souvent, c'est à la rentrée. En fait, tu vois, cette période-là, septembre, généralement, on fait une session de la rentrée de la guilde de test. Et en fait, c'est une session où tout le monde arrive et on va en fait créer une backlog avec tous les QA de l'entreprise. Donc, généralement, comment ça fonctionne, c'est voilà, bon, on va discuter ensemble et tout, et on va proposer des sujets. Donc, les sujets, ça peut être soit un sujet sur lequel moi je voudrais monter une présentation parce que je me sens à l'aise sur ce sujet-là, ça me paraît important. J'ai dû le faire pour m'adapter à une nouvelle évolution de mon produit et je pense que ça peut aider les autres testeurs. Ou au contrario, c'est un sujet qui m'intéresse, je suis novice et je voudrais bien que quelqu'un prenne le sujet pour pouvoir me présenter quelque chose. Donc on me propose ça et puis après on fait des votes pour prioriser ces sujets-là.
Et donc, forcément, les sujets qui vont attirer le plus de monde, c'est ceux qui seront plébiscités. Et donc, on commence par ces sujets-là. En revanche, en fait, en milieu de l'année, donc on fait généralement 2 sessions parce que la backlog, si tu l'as fait sur 12 mois, au final, je me suis rendu compte qu'il y a des sujets qui sont plus forcément pertinents. Et donc, on essaie au moins une fois par an de remettre à jour avec une autre session la même chose, et le même exercice. Donc, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, on vous partagera le lien vers le Community Canva aussi pour que vous puissiez le voir. Et, euh, et on va traiter lors du prochain épisode comment tu animes et comment tu maintiens l'engagement d'une communauté de pratique. Parce que c'est pas tout de lancer, c'est de comment à réussir dans le temps à maintenir cet engagement de façon soutenue. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.